Merci à vous. Je peux faire un long discours avant de vous répondre ? Je vais faire comme tous les politiques, je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Déjà, je suis très heureux d'être là. Franchement, j'étais intervenu, voilà, longtemps, ici pour une conférence. Ensuite, quand ma fille faisait ses études, je venais pas pour pas la gêner, entre autres. Mais toujours est-il, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, enfin de retrouver ce lieu, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas là, bien évidemment. Plusieurs points également. Merci Madame Doyen, merci aussi Monsieur le recteur. J'ai vu aussi passer Pierre, je crois qu'il est là. Pierre, que je suis aussi très heureux de retrouver. On va essayer de faire avant tout interactif. Vous voulez que je vous dise pourquoi je faisais une grimace là tout à l'heure ? Ouais, juste, vous inquiétez pas. Vous avez oublié le truc dont je suis le plus fier. C'est moi qui ai inventé l'idée des plages en plein centre-ville. Bien avant Paris, c'était à Saint-Quentin, la première dans le monde entier. Et j'ai eu cette idée de fou, il m'est arrivé de faire des choses sérieuses, et notamment l'idée d'une plage en plein centre-ville. Elle est née à Saint-Quentin, elle n'est pas née à Paris. Voilà, donc ça fait partie des sujets dont je suis effectivement très fier. Et l'autre aspect, c'est que je ne suis pas assureur de formation. Ça a été un choix parce que je pense que pour bien faire de la politique, il faut être indépendant vis-à-vis de la politique et connaître autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un métier que je connaissais un peu, parce que mon grand-père était assureur, et c'est un métier qui me permettait de faire de la politique en même temps que j'avais un boulot et que je ne dépendais pas financièrement de la politique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Et en 2016, quand je quitte mes fonctions de député, je ne suis pas obligé. Parce que la loi sur le non-cumul me permet d'aller jusqu'au bout du mandat en 2017, et je décide de me consacrer à la fonction de président de région, parce que j'estime qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Autant je pense que sur le cumul, vous êtes maire d'une commune pas très importante, vous pouvez être parlementaire. Président d'une région de 6 millions d'habitants et parlementaire, honnêtement, on ne pouvait pas faire les choses sérieusement. Donc c'est la raison. Comment les jeunes peuvent s'impliquer ? Vous donnez un bon exemple ce soir. Vous êtes hyper nombreux. On m'a dit que ça avait été très très vite pour remplir cet amphi. J'y suis très sensible, mais vous donnez justement cet exemple de vous y intéresser. Il y a une citation d'Israëli, je crois un Premier ministre anglais, qui dit « Le problème des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, c'est qu'ils sont gouvernés par des gens qui s'y intéressent. Et donc, il vaut mieux s'intéresser à la politique. Pour le reste, que ce soit de participer à des débats, que ce soit aussi pour certains de s'engager dans la politique. Moi, j'incite beaucoup celles et ceux qui travaillent avec moi de se présenter aux élections, parce que je pense que la différence entre ceux qui font de la politique et les autres, c'est quand vous êtes spectateur ou acteur. Moi, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé à m'intéresser à la politique pas très jeune. J'avais 16 ans, c'était en 1981, la première élection de François Mitterrand. Je suis dans une famille où on ne parlait pas trop politique, où je n'avais pas trop le sentiment qu'on s'intéressait à la politique, mais moi, ça m'a passionné. Sauf que j'étais tout seul devant ma télé à m'y intéresser. J'étais seul à lire mes journaux. Et puis, j'ai fait une rencontre du sénateur Jacques Braconnier. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que quand vous faites de la politique, quand vous exercez des responsabilités, vous dites par exemple, tiens, il faudrait une animation à Saint-Quentin. Vous dites juste, il faut une animation. Et quand vous êtes adjoint au maire, vous pouvez mettre en place la plage. Je pourrais très bien, si je n'avais pas été président de région, me dire quand même cette région a besoin du grand canal Seine-Nord-Europe et de ses 20 000 emplois. Mais quand vous êtes à la tête d'une région, vous avez la possibilité de faire bouger les choses. Et si je fais de la politique, avec tout l'engagement que ça nécessite, les sacrifices, c'est parce que ça vous permet de bouger les choses. Il n'y a pas que ça, une association peut faire des choses intéressantes, une entreprise, mais la politique concentre aussi les leviers pour faire bouger les choses. Et regardez bien, pouvoir, c'est le verbe qui est bien. Pouvoir faire bouger les choses, pouvoir changer. Ce n'est pas le mot en lui-même, c'est le verbe. Et c'est pour ça que je fais de la politique, et je pense que tous les jeunes qui ont envie de s'impliquer d'une façon ou d'une autre, vous faites le choix. Soit vous regardez, un peu observateur, un peu spectateur, ou alors vous vous engagez. Et je peux vous assurer que quand vous avez le levier pour faire bouger les choses, ça vaut vraiment la peine, sincèrement. Merci beaucoup pour cette réponse. Un peu longue, je suis désolé. Pas de souci. Pour commencer, on va dire la conférence qui porte donc sur la Ve République. La première question, elle s'intéresse du coup à cette Ve République et à la crise institutionnelle que certains estiment qu'elle est en train de traverser. Et comme je ne suis pas discipliné, je peux vous arrêter 2 secondes ? Bien sûr. Vous n'avez pas de chance, je ne suis pas discipliné du tout. On commence la conférence maintenant. Elle avait commencé avant. Oui, mais on commence maintenant, on rentrait dans le vif du sujet sur la 5e. Exactement. Alors, je vais vous faire voter sur un truc.
et je vous ferai voter exactement de la même façon à la fin de la conférence. Ça vous va? Vous m'autorisez? D'accord. Qui, ici, pense que la Ve République est dépassée et qu'il faudrait passer à une autre constitution, à une autre République? Qui pense qu'il faut la changer? Levez la main à peu près. C'est bon, vous avez fait les comptes? Pas du tout. D'accord. Qui pense qu'il faut rester à la Ve République? Levez la main. Un peu plus de monde. Et qui n'a pas trop d'avis? L'abstention est possible. L'abstention est possible. Monsieur Vinquier, on ne vous a pas vu voter? On n'a pas vu voter tout au fond. Oui, d'accord, ok. Merci beaucoup. On y reviendra à la fin. Je vous promets que je ne vous interromps plus pendant au moins 1 minute. Pas de souci, pas de souci. Donc pour reprendre au début, certains s'accordent aujourd'hui pour dire que la Ve République, elle traverse une crise institutionnelle. Et donc selon vous, en quoi cette crise, elle va se manifester et quelles en sont les causes principales? Bon, on va déjà voir pourquoi elle est en crise. Ce qui se passe, ce n'est pas propre à la France. Il y a déjà un taux d'abstention de plus en plus important à toutes les élections. On a longtemps pensé qu'avec les États-Unis, où qu'il n'y avait qu'une personne sur 2 qui allait voter, maintenant on voit que c'est quelque chose qui est généralisé dans beaucoup de pays européens, mais aussi principalement en France, alors qu'on a échappé à ça pendant longtemps. On avait des élections présidentielles où les gens allaient massivement voter. On avait même des élections municipales où les gens allaient voter, des élections législatives moins que la présidentielle. Mais quand même, là, aujourd'hui, on s'aperçoit que le désintérêt est global. Le deuxième sujet, c'est quand même les partis, allez, je vais le dire pudiquement, les partis qui ne sont pas des partis de gouvernement, les extrêmes qui se développent de plus en plus. Pendant des années, les années 80, leur score était marginal. Aujourd'hui, il y a quand même une grande partie des Français qui votent pour les extrêmes. Et on voit, on est dans une forme de tripartisation. Il y a un bloc de gauche qui est dirigé par l'extrême gauche, il y a le bloc avec le Rassemblement national et il y a le bloc central. Ce n'est pas 3/3, mais ça y ressemble un peu quand même. Donc ça, c'est aussi une autre manifestation. L'autre aspect, c'est que les gens ont le sentiment que même avec la Constitution qui nous donne de la stabilité, on n'arrive plus à changer les choses et à bouger les choses. Mais au final, je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui, au-delà de cette crise, avec ces manifestations, c'est peut-être aussi et surtout parce que la politique connaît une crise de sens, à quoi elle sert, où on va, mais peut-être aussi une crise de résultats. Parce que ça fait quand même des années qu'on s'est habitué à vivre avec un chômage de masse, où on voit qu'aujourd'hui, sur les questions régaliennes, sécurité, justice, immigration, beaucoup de Français ont le sentiment que les résultats ne sont pas à la hauteur. Ce qui a fait la France pendant des décennies, l'ascenseur social, c'est-à-dire comment les catégories populaires peuvent devenir des classes moyennes et comment on est sûr que ces enfants vivront mieux que soi, ça ne fonctionne plus. Et c'est tout cela qui fait que les gens se disent, bon bah, la politique ne sert plus à rien, est-ce que ce n'est pas de la faute de la Constitution? Maintenant, quand on regarde bien les choses, la Constitution de la Ve République, et vous le savez en ayant étudié cette matière, la Constitution de la Ve République, elle repose sur un président de la République qui est fort, mais elle repose aussi sur autre chose qu'on a tendance à oublier, le fait majoritaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le gouvernement de la France a toujours eu une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner, toujours. Même quand il y a eu des cohabitations, c'est-à-dire quand Jacques Chirac, en 1986, est Premier ministre de François Mitterrand, quand Édouard Balladur, en 1993, est Premier ministre de François Mitterrand, quand Lionel Jospin, en 1997, est Premier ministre de Jacques Chirac, ils ont toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir leur gouvernement et pour voter leur programme. Et là, c'est la première fois depuis 1958 que les gouvernements n'ont pas de majorité pour diriger le pays. Et c'est une grande partie du bazar qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de majorité. Et nous, en France, on n'a jamais été habitués à vivre ça. Vous le savez, et on s'est moqué des Belges à chaque fois qu'il y avait des élections générales en disant « Ah, ils sont incapables de se mettre d'accord, ils sont en train de battre le record du nombre de jours où ils sont sans gouvernement. » Bon, on aurait mieux fait de pas trop la ramener quand même, parce que nous, ça nous arrive quand même. On est à 4 premiers ministres maintenant en moins d'1 an. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas de majorité en France, eh ben, on ne sait pas faire. On ne sait pas se mettre autour d'une table pour dire « Bon, il y a votre programme, il y a le mien, il y a le tien. On va voir maintenant comment on réussit à se mettre d'accord, non pas sur tout,
mais au moins sur un certain nombre de points sur lesquels on sait avancer. Les responsables politiques sont incapables de faire ça. Incapables. En Allemagne, ils arrivent à le faire. En Belgique, ça prend du temps, ils arrivent à le faire. Mais nous, en France, on ne sait pas le faire. Donc vous prenez l'absence de majorité à l'Assemblée, plus cette incapacité à avoir une culture du compromis et à savoir se mettre d'accord au moins sur un minimum de gouvernement, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on soit dans cette situation. En plus, vous rajoutez autre chose, c'est que 2027, dans quand même beaucoup de têtes, et donc on fait passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général. Je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui une grande partie de nos difficultés institutionnelles et des difficultés partisanes. Merci pour... Celui-là fonctionne. C'est bon ? Très bien, ça va aller. C'est gentil, merci. Alors, donc, merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur le Président. On va passer à la deuxième question. Donc, quelles sont les évolutions que vous notez sur la vie politique en général, mais notamment sur la Ve République, rédigée par le général de Gaulle et Michel Debré? Honnêtement, elle tient quand même toujours la route. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Malgré aujourd'hui la place des extrêmes, on a quand même président de la République qui est là pour 5 ans, élu pour 5 ans. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous interrogerai aussi sur cette question. On a quand même la possibilité d'avoir, j'en suis persuadé, un budget qui passe. Là, le budget va passer et le projet de loi de financement de la sécurité sociale également. Il y avait un peu un faux suspense en la matière pour savoir comment ça allait se passer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, une motion de censure, pour qu'elle passe, il faut que ce soit une motion de censure du nouveau Front populaire au complet, votée par le Rassemblement national. Si vous avez une motion de censure votée par LFI et le Parti socialiste et les Verts, ça ne passe pas. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle dépasse 289 voix. C'est-à-dire que les abstentions ne comptent pas. Il faut physiquement être présent. Donc si vous n'avez pas tout le NFP et tout le Rassemblement national, ça ne passe pas. Donc à partir du moment où le Parti socialiste avait dit on ne votera pas la censure, ben, il n'y avait plus aucun risque. Donc à partir du moment où le Rassemblement national dit on ne vote pas la censure, il n'y a plus aucun risque. Donc on a quand même un budget qui va enfin être voté. Bon, certains peuvent estimer que le prix payé est quand même très élevé. La pire des choses, c'est l'absence de stabilité. Parce que franchement, moi je le vois, le budget de la région est toujours pas voté. Il sera voté que fin mars, c'est quand même un truc de dingue. Parce qu'en attendant, les entreprises ne savent pas comment elles vont être aidées. Les associations ne savent pas exactement quels seront leurs financements. Ceux qui bénéficient des aides de la région ne savent toujours pas si on maintiendra le niveau à 100% ou à 90%. J'ai passé des messages, j'ai indiqué notamment qu'il y a des secteurs entiers qui ne seraient pas touchés ni concernés, que la culture serait préservée dans la région, que les aides aux personnes, que les aides aux communes le seraient, mais les gens se posent quand même la question. Et tant que vous n'avez pas de budget, vous avez un ralentissement économique. Certains disent, mais pourquoi les entreprises n'investissent pas ? C'est simple, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130, tout à coup vous avez une immense nappe de brouillard. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ralentissez. C'est pareil, l'économie. Et tant qu'on n'a pas de budget, c'est aujourd'hui la raison de toutes ces incertitudes. Donc il fallait un budget. Et puis à ceux qui se posent un peu la question, est-ce qu'il y avait un vrai suspense ? Il y a des sondages qui n'ont pas été publiés, qui montraient notamment est-ce que le Parti socialiste va censurer ou pas. Un tiers seulement des électeurs socialistes souhaitaient la censure. Et M. Faure, comme les dirigeants du PS, savent lire les sondages. Et au Rassemblement national, c'était moitié-moitié. Moitié des électeurs du Rassemblement national souhaitaient une censure, moitié ne souhaitaient pas la censure. Et aujourd'hui, 36% des Français seulement souhaitaient qu'il y ait une censure. Et quand ils ne la souhaitaient pas, c'était la peur de l'instabilité et de la crise financière. Donc la première censure a eu quand même un gros impact dans les électorats. Et tout le monde sait aujourd'hui quand même que l'absence de stabilité, là, pourrait nous placer dans des circonstances encore plus difficiles. C'est pour ça qu'il y a eu l'esprit de responsabilité. Alors après, la censure est évitée, elle peut intervenir à n'importe quel moment, c'est vrai, mais ce serait quand même bien que ce gouvernement, auquel je ne participe pas, vous avez certainement suivi les différents épisodes, au nom de l'intérêt général, je souhaite que ça tienne et je souhaite que ça réussisse. Mais très clairement, aujourd'hui, on est quand même dans un pays avec le 49.3, ça permet quand même de faire passer les textes, heureusement. Depuis le début, on l'oublie. On sait pertinemment qu'il n'y a aucun budget, qui pourra avoir une majorité. Aucun. Vous ne mettrez pas d'accord
des socialistes jusque les républicains. C'est pas possible. Donc le véritable enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait une majorité contre. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas génial, mais à partir du moment où il y a eu ce vote aux élections législatives, l'important c'est de ne pas avoir une majorité contre. Et le 49.3, on en pense ce qu'on veut. Heureusement que le 49.3 existe. Parce qu'autrement, on serait sous la 4e République, on a déjà eu 4 premiers ministres en un an, on serait dans une situation bien pire encore. Tiens, pardon. Qui ici a des réserves sur le 49.3 ? Allez-y. Est-ce que quelqu'un veut me dire pourquoi ces réserves ? On a des micros qui se baladent ? Bonsoir monsieur, pour moi le 49.3 c'est un outil qui est antidémocratique puisqu'il ne permet pas le débat en forçant. On sait qu'on a un outil qui à la fin va nous permettre de voter une loi, de voter un budget, et donc on ne cherche pas la solution finale qui nous permettrait d'avoir le débat le plus pertinent selon moi. Et je pense qu'on pourrait trouver des solutions différentes pour instaurer du débat. Mais le débat, il a lieu quand même avant qu'on engage le 49.3. Par exemple, ça s'est déjà produit à différentes époques, il y a des discussions à l'Assemblée nationale, et c'est seulement à un moment donné qu'on interrompt le débat parce qu'on voit que ça ne peut pas aller plus loin, et qu'on engage le 49.3. Si on sait qu'on a toujours une solution à la fin qui va nous permettre de dépasser les contradictions parlementaires, donc forcément, on ne va pas chercher forcément de trouver une solution tierce, une solution qui conviendrait à l'ensemble du spectre politique. Oui, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la configuration politique dans laquelle on est, il ne peut pas y avoir de majorité pour. Ce n'est pas possible. Parce que vous ne réussissez pas à mettre d'accord tout le monde dans ce qu'on appelle l'arc républicain. Donc la vraie question, c'est comment vous évitez d'avoir une majorité contre. Ce n'est pas génial, hein, ce n'est pas terriblement ambitieux, mais c'est la seule façon d'avoir la stabilité. Après, le 49.3, il est prévu dans la Constitution. Et c'est vrai qu'il nous a permis à différentes époques d'avoir cette stabilité. Alors là, aujourd'hui, c'est une situation un peu différente de la façon dont Mme Borne utilisait le 49.3. Elle l'a utilisé à différentes reprises. Quelqu'un a un autre argument contre le 49.3 ? Dans ceux qui avaient levé la main ? Ou c'était le même argument ? Bonsoir monsieur, c'est pas forcément contre le 49.3, mais c'est plus dans l'idée de est-ce qu'on peut pas le mieux le rationaliser pour éviter trop d'abus. Ça a déjà été rationalisé à la fois par les textes et puis aussi par la pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le 49.3, il est davantage utilisé pour le budget et le PLFSS qu'il ne l'a été notamment sur... c'était Elisabeth Borne, je crois, qui l'a utilisé plus que les autres. Et là, c'était une façon de contraindre un peu sa majorité, comme M. Hollande avait à l'époque ses frondeurs. Mais moi, ça ne me gêne moins qu'on l'utilise aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas avoir de majorité pour, que quand c'est parfois un peu un 49.3 de confort ou de commodité. Là, je veux bien vous rejoindre là-dessus. Après, la façon d'éviter le 49.3, ce serait qu'en France, on réussisse à greffer la culture du compromis et de la discussion. Ça, je suis entièrement d'accord. Je vous laisse peut-être reprendre le fil, parce que vous êtes peut-être inquiète à l'idée de finir à 23h, non ? Vous nous avez posé la question, donc c'est à nous de vous la poser finalement. La Ve République est-elle, selon vous, toujours adaptée pour faire face aux crises politiques qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, moi je le pense. Moi je le pense parce qu'en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au-delà de l'instabilité, de l'absence de majorité, il y a quand même quelque chose qui est en train de monter dans le pays, c'est la violence. Et la violence politique et la violence dans l'hémicycle. Il m'arrive parfois de retourner à l'Assemblée nationale et il y a des huissiers qui étaient déjà là à une époque qui disent « Aujourd'hui, vous ne reconnaîtriez plus le métier ». Parce que c'est vrai que j'ai connu des époques où il pouvait y avoir des affrontements qui étaient quand même assez rudes. Là, quand même, quand on voit la tenue de certains parlementaires, quand on voit la violence des débats, moi, j'ai longtemps proposé, quand j'étais député, à des groupes de lycéens de venir découvrir l'Assemblée nationale, franchement. Alors, c'était intéressant parce que quand vous veniez sur un débat, sur un texte de loi, ça pouvait parfois être très ferme, mais vous voyez un peu la procédure parlementaire. Mais j'évitais de les faire venir le mercredi aux séances des questions au gouvernement. Parce que comme il y a des caméras, c'était quasiment du théâtre ou du cinéma,
où les gens, parce que c'était retransmis, avaient un comportement totalement différent. Là, aujourd'hui, c'est tout le temps, ou presque tout le temps, l'affrontement et la violence. Et ça, je pense que c'est un phénomène nouveau. Et on n'aurait pas la stabilité des institutions, sincèrement, on serait dans une crise permanente. Comme sous la 4e République, où il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin de la 4e République, on était incapable, les gouvernements, les politiques étaient incapables de sortir du conflit en Algérie, c'est-à-dire avec une guerre sur un territoire qui n'était pas le territoire métropolitain, mais qui était le territoire français. Le franc, la monnaie qui était attaquée comme c'est pas permis, et une instabilité chronique. Donc ça veut dire un pays qui ne pouvait plus avancer. Et il ne faut pas oublier, quand le général de Gaulle revient en 1958, il se fixe 3 objectifs: la paix en Algérie, la solidité des institutions et un franc fort avec le plan RUEF. Si vous n'aviez pas des institutions solides, vous n'auriez jamais pu redresser le pays. Et 1958, c'est quand même le début de plusieurs décennies où la France est à nouveau en croissance. Je pense que si on n'a pas cela, aujourd'hui, on est un pays qui va définitivement en 2e division. C'est ma conviction profonde. Ma conviction profonde. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que la 5e République, elle est beaucoup fonction de son utilisation. Tout le monde avait dit elle est faite pour le général de Gaulle, elle est taillée sur mesure. Et François Mitterrand, qui a beaucoup attaqué le général de Gaulle, il a été très content de trouver aussi cette 5e République. On avait dit la 5e République, elle résistera jamais à une cohabitation. La cohabitation a existé à différentes reprises et il n'y a pas eu de problème. Donc on a ça. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est davantage l'attitude des partis politiques et l'attitude des dirigeants politiques, qui ont du mal aujourd'hui à se mettre à la hauteur des événements et du moment. À titre personnel, je pense qu'on ne sortira de cette crise que si les hommes et les femmes de bonne volonté acceptent de se mettre d'accord sur un programme, même minimum, mais pour franchir les 2 ans qui viennent. Moi, c'est ce que je crois. Mais ce n'est pas une question d'institution, c'est une question de comportement. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'attitude responsable ou pas. Et encore une fois, si votre cadre n'est pas stable, alors là, bon courage. Bon courage. Merci pour votre réponse. Donc, au vu de l'actualité, quelles sont les conséquences potentielles d'un blocage budgétaire à répétition sur l'économie française? Et également, comment sortir de l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, selon vous? L'impasse politique, je vous l'ai dit, on a un budget qui va être voté, et s'il n'y avait pas de budget, le problème est très simple: aucune visibilité économique, pas d'investissement, et s'il n'y a pas d'investissement, vous avez forcément un chômage qui augmente. Derrière, vous avez aussi des ministres qui ne peuvent pas déployer leur action. C'est ça également, qui n'ont pas les moyens pour le faire. Et puis derrière, on n'est pas sur une île déserte. La question de la crise financière, moi je ne suis pas là pour foutre la trouille à tout le monde, et je ne vais pas vous dire que s'il n'y a pas de budget, vos cartes vitales, elles ne fonctionneront plus. Non, mais il faut arrêter de faire peur aux gens non plus. Parce qu'attendez, ce n'est pas les Français qui sont responsables de la situation. Les Français ont voté, ils ont fait ce choix, ce n'est pas facile de trouver une majorité, mais après, c'est aux responsables politiques à l'Assemblée de s'organiser. Il faut arrêter de dire aux Français, la censure, ça a coûté tant, et puis avec la dissolution et la censure, il n'y a plus rien qui fonctionnera pour votre carte vitale et autres. Il faut arrêter quand même d'infantiliser les gens. Maintenant, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est quand même qu'au bout d'un moment, on ne peut pas passer 2 ans de crise en crise, et on ne peut pas passer en plus 2 ans en étant immobile. Je l'ai dit dimanche dernier, au moment où vous en avez certains qui, comme des ogres, qui chaussent leurs bottes de 7 lieues, je m'appelle au gros souvenir, vous ne pouvez pas vous enfiler les pantoufles, c'est pas possible. On ne peut pas passer 2 ans à juste voter un budget les uns après les autres, sans améliorer les conditions de sécurité, sans améliorer le pouvoir d'achat, sans améliorer le système de santé, sans améliorer le système éducatif et sans avoir une vraie politique de logement. On ne peut pas se permettre 2 ans à rien faire. L'immobilisme, ce n'est pas un projet. L'immobilisme, c'est le déclin. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre des politiques, pas de la Constitution. Mais c'est vrai quand même que si on continuait nos atermoiements, si à un moment donné, tous ceux qui achètent de la dette française ne le faisaient plus, là, on serait vraiment mal barré. Vraiment mal barré. Merci beaucoup pour cette réponse. Ah tiens, pardon, je peux vous poser une question, du coup? Et la dissolution, qui est-ce qui pense que c'était une bonne idée? Comme vous n'êtes pas très nombreux, attendez, qui pense que c'était une mauvaise idée?
Il n'y a pas photo? D'accord. Pour ceux qui ont dit que c'était une bonne idée, est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi? C'était tout au fond, tout au fond. Oh, il n'y a pas grand monde, t'inquiète pas. C'était tout au fond. Si vous voulez bien, après, je ne vous force pas. Mais si vous voulez donner votre témoignage, je trouve ça intéressant. Il y a une main qui s'est levée là-bas. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes où? Ah, juste là. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'était pas forcément, j'étais pas forcément pour, mais j'ai considéré que le président avait fait un bon choix, car il avait été plutôt désavoué dans les urnes, et qu'il était allé jusqu'au bout du processus, enfin jusqu'au bout peut-être pas quand même, jusqu'à la démission, mais qu'il avait décidé de prendre acte des résultats des élections législatives européennes, et de dire, bah, écoutez, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec la politique, je vous redonne le choix dans les urnes. Après, bien sûr, on peut critiquer ce qui s'est passé après, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je suis plutôt d'accord et je respecte cette décision de redonner la parole au peuple. Ok. Quelqu'un d'autre trouve que c'était une bonne idée pour une autre raison? Non, personne? Personne? Alors, pour que vous sachiez tout, parce que je ne suis pas là seulement pour parler aussi droit constit et institutions, mais aussi pour faire de la politique, je vais vous dire aussi quelle était l'autre raison qui lui a été soufflée par certains de ses conseillers au président. Ils étaient persuadés que le Parti socialiste ne s'allierait pas avec LFI et que le nouveau Front populaire n'existerait pas. Et que dans ces cas-là, pour ceux qui voulaient faire barrage au Front national, les voix se porteraient sur le bloc central, c'est-à-dire sur l'ancienne majorité de M. Macron, sauf que la gauche s'est unie comme elle l'a toujours fait historiquement. Et que ceux qui ne voulaient pas du Front national, pour beaucoup, ont voté pour le nouveau Front populaire. Ça s'appelle un pari manqué. Et ça, il y en a certains qui l'ont proposé, vendu au président de la République. La preuve, c'est que les déclarations de candidature pour le second tour, le dimanche, on pense que ce sera le mardi soir. Et c'est reporté au vendredi soir. Parce qu'ils sont persuadés qu'en une semaine, la gauche se déchirera, qu'il n'y aura pas d'accord, qu'il n'y aura pas le nouveau Front populaire et que c'est le bloc central qui pourra en profiter. Sauf qu'il est toujours très compliqué de faire des paris hasardeux. Et quand même, les dissolutions qui sont provoquées pour des raisons de convenance, ça ne marche jamais. Regardez, bon, vous êtes trop jeune, mais vous l'avez certainement étudié. Quand Jacques Chirac décide de dissoudre en 1997, tout le monde dit « Purée, c'est génial, oh la bonne idée, oh là là, RPR et UDF, là, vont vraiment tout rafler, la gauche est désespérée, il va avoir une majorité. » Résultat des courses, ça a été un fiasco pas possible. Parce que les Français sentent tout. Les Français, c'est le peuple le plus politique qui soit. Et quand ils disent « Toi, tu es en train de dissoudre parce que ça t'arrange », eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est ça le vrai sujet. Le problème que nous avons à l'époque, en juin, le président de la République ne fait pas une dissolution parce que ça l'arrange. Il pense que la gauche ne se reconstituera pas, mais il y a aussi cette idée. Sauf qu'il y a un problème. C'est qu'aux élections européennes, à 20h, on prend la température 40. Quand vous reprenez la température, 4 semaines après, vous avez peu de chances que vous retrouviez effectivement à 36,8. C'est ça le fond du problème. Et moi, j'étais persuadé ce soir-là qu'on aurait exactement le même résultat dans les urnes. Alors, ça s'est passé un peu différemment parce que le vent a gonflé les voiles du Rassemblement national pendant quasiment tout le premier tour. Puis un peu comme une course, le vent est tombé. Mais autrement, à un moment donné, on pensait véritablement que les extrêmes et que le Rassemblement national, clairement, pourraient l'emporter. Merci beaucoup pour ces précisions. Pour revenir à la question, face à cette crise politique et à la montée des extrêmes dont vous parlez, quelles solutions peuvent être apportées et comment vous positionnez-vous face à celle-là? Et avez-vous des ambitions futures pour aider à sortir de cette crise institutionnelle et politique? Alors, plusieurs choses. Comment est-ce qu'on fait reculer les extrêmes? En répondant aux préoccupations des gens. Les Français ont des problèmes depuis des années et des années. Ils demandent aux politiques de régler les problèmes. Tout le monde sait que les magiciens n'existent pas, mais il s'agit tout simplement de savoir, est-ce que vous entendez nos problèmes? Est-ce que vous savez les résoudre? Est-ce que vous êtes capable de vous serrer les coudes et de vous retrousser les manches? C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, si vous m'invitez à faire de la politique, je veux juste revenir sur
la façon dont les choses se sont passées aux élections régionales. Aux élections régionales en 2015, je suis un outsider. La région Nord-Pas-de-Calais a toujours été dirigée par la gauche. Toujours. On voit bien que le Front National est très fort et qu'on dit que Marine Le Pen a des vraies chances de l'emporter. Surtout qu'en plus, elle met le paquet parce que c'est en 2016. Et elle se dit comme sa nièce que si elle gagne les élections régionales en 2016, ça devrait la mettre en bonne position pour la présidentielle de 2017. Et moi, comme tout responsable de droite, la droite a toujours culminé à 15, 17, 18% à tout casser avec le vent dans le dos. Bon. Il s'avère que dans cette élection, je fais quand même une campagne très importante et je réussis à me hisser au deuxième tour derrière Marine Le Pen, et non pas avec les scores de la droite à 15 ou 18%, mais avec 25%. Sauf que Marine Le Pen est à 42%. 42%, donc un écart très important, parce qu'il y a eu aussi, vous le savez, les attentats qui ont été terribles, et puis il y a eu la crise migratoire, notamment pendant tout l'été, et donc on a vu progresser Marine Le Pen. Comment je suis élu ? Ben, c'est parce que la gauche a un comportement totalement républicain. Les élus de gauche ne m'aiment pas, non, on est en opposition, mais ils détestent l'idée que la région soit dirigée par le Front National. Et donc ils décident de se désister et de se retirer. S'ils ne se retirent pas, je ne peux pas gagner. S'ils se retirent, j'ai peut-être une chance de gagner. Mais non seulement les élus de gauche se retirent avec un comportement vraiment exemplaire, et leurs électeurs les suivent. Ils ne m'aiment pas, mais ils n'aimeraient encore moins l'idée que Marine Le Pen dirige. Sauf que là, derrière, je me suis dit que, c'est la reconnaissance que je leur dois. D'ailleurs, je m'exprime ce soir-là. Christian Estrosi est élu dans les mêmes circonstances que moi, mais j'ai cette phrase, je remercie tous les électeurs et je remercie nommément les électeurs de gauche. Beaucoup de mes conseillers me disent non, ça se fait pas, ça se dit pas et tout ça. Mais quand je le fais, mes militants de droite applaudissent également parce qu'ils savent que c'est l'union de tout le monde et pas l'union des partis qui l'a emporté. Bon, je me dis quand même que les circonstances sont assez exceptionnelles et que ça risque de ne pas se reproduire forcément la fois suivante. Donc je décide de mettre le paquet et d'obtenir des résultats. Le premier slogan de la campagne en 2016, c'est du travail, la région au travail. On me dit que c'est provocateur, mais comme c'est la région où le taux de chômage est le plus important, je décide de me battre comme un fou pour obtenir des emplois. C'est notamment l'usine d'Ascoval qu'on réussit à sauver, c'est notamment le canal Seine-Nord qu'on réussit à faire sortir de terre. Donc je me bats. Et les gens disent, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin il se bat. Bon. La fois d'après, Marine Le Pen ne veut plus être candidate et elle envoie M. Chenu, qui est quand même, après elle, le plus connu. Sauf que cette fois-ci, j'ai le nouveau Front populaire avant l'heure, la NUPES à l'époque, toute la gauche est reconstituée, le Front National qui est quand même très fort, toujours très fort avec son porte-parole, et M. Macron qui demande d'avoir une liste de sa majorité parce qu'il se dit que si cette liste fait un score important, comme j'ai l'intention d'être candidat présidentiel après, ça va me compliquer la tâche. Et il s'avère cette fois-ci que je ne fais pas 25% des voix au premier tour, c'est que je dépasse largement les 40% au premier tour et que le Front National recule de 17%. Je ne suis pas un magicien, mais les gens se disent, ils se bougent et ils se battent. D'ailleurs, le slogan de cette deuxième campagne, c'est « Se battre pour vous ». Et vous prenez notamment une ville comme Villers-Cotterêts, qui est une ville dirigée par le Front National. Au deuxième tour des régionales, pourtant, il y a plusieurs listes. On est à 3 listes au second tour. Je fais près de 50%. C'est-à-dire des gens qui votent pour Mme Le Pen au niveau national, qui votent pour le Front National au municipal, et moi qui combats les dirigeants, ils votent pour moi. Pourquoi ? Parce qu'ils font la part des choses et ils votent pour quelqu'un qui se bat. Et je pense que si en politique, on prenait les problèmes à bras-le-corps, les priorités à bras-le-corps, et qu'on faisait reculer les problèmes, eh ben, je suis désolé, il y aurait moins de votes pour les extrêmes en France comme dans tous les pays en Europe. Les Français n'attendent qu'une seule chose, c'est que ça aille mieux, c'est qu'ils vivent mieux. Et tant qu'on continuera à faire des discours, tant qu'on continuera à chamailler sans rien régler aux problèmes des Français, il ne faut pas s'étonner que la colère, la misère créent le vote pour les extrêmes. C'est en tout cas ma conviction. Donc voilà, moi, le positionnement qui est le mien. Ni LFI, ni RN. Mais pour le reste, si on bosse vraiment, je pense que les gens s'en rendent compte. C'est ma conviction. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole au public pour un temps d'échange, nous avons une dernière question. On l'a dit, vous avez occupé plusieurs fonctions majeures au sein de la vie politique française ces dernières années. Alors après plus de 30 ans d'engagement, quel regard portez-vous sur votre carrière ? Quels enseignements retirez-vous de ces dernières années ? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment aujourd'hui ?
Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Oui, je serais moins discipliné au début. Moins discipliné au début. Je m'aperçois aujourd'hui qu'il ne faut pas être trop discipliné en politique. Il ne faut pas être trop discipliné en politique pour ne rien vous cacher. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire de la politique. Si vous commencez à faire de la politique et que vous prenez des conseillers en communication, ils vont vous apprendre, 1, à jamais répondre aux questions. 2, ils vont vous apprendre à être très prudent dans vos réponses. 3, ils vont vous apprendre au final qu'il faut plaire aux journalistes, il faut plaire à ceux qui décident, il faut plaire à ceux qui dirigent. Et puis au fil de votre carrière politique, vous allez apprendre à être vous-même et à vous dire qu'en étant vous-même, ça plaît ou ça plaît pas. Mais au moins, vous serez tranquille avec vous-même et vous serez en conformité avec ce que vous êtes. Or, pendant des années, vous jouez un rôle. Et moi, je vais vous dire, le problème est très simple. J'ai pas fait ma scolarité à Paris. J'ai pas fait Sciences Po. J'ai essayé une fois, je me suis planté, j'ai pas réessayé. J'ai pas fait l'ENA. J'ai jamais été Sciences Po Paris. J'ai été dans aucun clan de qui que ce soit. Et d'une certaine façon, j'en étais un peu complexé. Et d'ailleurs, pareil, il y a des bouquins qui ont été faits sur moi, enfin, a priori à peu près tous aussi nuls les uns que les autres, j'ai jamais voulu y collaborer, mais où on se foutait de moi, de mes godasses, tout ça, l'assureur de province, le plouc. Et la réalité, c'est quand même que ça m'a complexé. Et que quand je suis devenu ministre, j'ai fait ce que doivent faire effectivement tous les jeunes ambitieux, pris des conseillers en communication, même pris une nana qui à l'époque, une conseillère en communication et en images, qui m'a complètement relooké, qu'avec mon teint, il fallait mettre plutôt des costumes marrons, des trucs comme ça, parce que je ressemblais à rien. Mais toujours est-il que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait faire des dîners en ville avec des gens intéressants, avec des dîners tous plus chiants les uns que les autres, mais au moins pour qu'on dise, il est bien Bertrand, au final, le mec de province, il tient sa place. J'ai eu des fonctions de ministre au fur et à mesure de plus en plus importantes. Et puis au final, c'était plus vraiment moi-même, quoi. C'était plus vraiment moi-même. Donc, je le sais pertinemment, vous jouez un rôle, mais vous perdez la relation sincère avec les gens. Et j'étais devenu le symbole du politicard. Et au final, c'est avec ces élections régionales où je réussis à être élu alors que c'est une élection où il y a vraiment un trou de souris. Puis bon, j'ai pas vraiment le gabarit d'une souris, mais je réussis quand même dans ce trou de souris à l'emporter parce que les gens me font confiance, où je me dis très clairement, il faut pas me perdre à nouveau. Et au final, j'ai failli le faire. Avec la primaire de 2021, que j'ai brillamment remportée en arrivant 4e, et donc j'ai pas pu me présenter à l'élection présidentielle, où là, je suis retombé dans le jeu des partis. Parce que je pensais que c'était la seule façon de pouvoir l'emporter. Et donc au final, si je peux vous donner une recette pour celles et ceux qui sont intéressés par la politique, soyez vous-même, même si vous êtes ambitieux avec vos qualités, avec vos défauts, n'endossez aucun autre costume que le vôtre et soyez authentique. Ça plaira ou ça plaira pas. Et puis si ça marche pas, c'est que vous n'étiez pas forcément fait pour ça. Mais jouez cette carte de l'authenticité, c'est vrai d'ailleurs pour tout, que ce soit en politique, dans les études ou dans un boulot, et je pense que c'est la véritable carte à jouer. Et n'oubliez pas que si vous faites de la politique, c'est pour changer la vie. Il y a plein de politiques aujourd'hui qui n'y croient plus. Il y a plein de politiques qui n'ont qu'une envie, c'est de monter sur le manège de la politique et d'avoir une bonne place sur le manège. Mais ils n'ont plus envie de changer les choses. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut plus changer les choses. Ils disent qu'on ne peut plus changer les choses parce que c'est l'Europe qui déciderait, que c'est l'économie qui prime, que c'est la finance qui décide de tout, que c'est maintenant la tech qui va être capable de faire les élections, que le juridisme est trop important et que la technocratie, elle dirige plus que la politique. Tout ça, c'est faux. Quand vous voulez vraiment en politique, vous pouvez faire bouger les choses. Et je le dis dans cette région qui, voilà 10 ans, n'était pas sur la même trajectoire. Aujourd'hui, on est la région où il y a les 2 EPR nucléaires qui vont se faire ces 8 000 emplois. Où le canal Seine-Nord-Europe, avec ses 20 000 emplois, est déjà creusé, on ne va pas le reboucher. On est la région où on va avoir les gigafactories, c'est-à-dire des usines de 1500 à 2500 salariés de batteries électriques. Et maintenant, on l'a décidé la semaine dernière, on va aller sur l'industrie circulaire. J'étais tout à l'heure dans une entreprise qui fait, pour des grandes marques, la réparation de vos téléphones, de vos machines à café qui sont cassées. C'est plus les grandes marques qui les font. C'est des usines comme ça. 430 employés à Saint-Martin-les-Boulognes. C'est ça aussi une forme d'avenir. Et d'autre part, je veux maintenant que l'on devienne la région de l'intelligence artificielle en France, que l'on devienne la vallée des data centers. Bon, ça, c'est la politique mariée à l'économie, mariée au monde universitaire qui peut le faire.
Mais si la politique est aux abonnés absents et qu'elle n'y croit plus, alors là, effectivement, on est mal barré. Et donc, voilà, moi, ce que je vais continuer à faire, vous le savez, bon, je ne sais pas si vous l'avez dit, au reportage, j'ai l'intention de me préparer mieux que la fois dernière et de ne pas faire les erreurs de la fois dernière pour l'élection présidentielle. Mais en attendant, j'ai la chance de diriger une formidable belle région qui a des atouts en or et de continuer à le faire. Mais la politique permet justement de faire bouger, de changer les choses. Voilà, là, ce que je vais continuer à faire. Voilà, une part non pas de mea culpa, mais de lucidité sur les erreurs que j'ai pu commettre. Après, j'ai des grandes fiertés. Je suis très fier de voir des gens dans le froid en train de fumer dehors parce que c'est moi qui ai interdit de fumer dans les lieux publics. J'en suis super heureux. Alors, vous l'êtes un peu moins, vous qui grelottez, mais en attendant, je suis fier d'avoir réussi cela. Je suis fier d'avoir fait voter une loi sur le médicament après le scandale du Mediator où on n'a plus aujourd'hui les mêmes craintes, les mêmes réticences par rapport à ce qu'on a pu connaître. Je suis très fier de savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui partent à la retraite avant l'âge légal parce qu'ils ont commencé très jeunes. C'est moi qui avais déposé les amendements à l'époque. Il y a un certain nombre de choses que la politique m'a permis de faire, de donner du sens également à ma vie. Et c'est pour ça que je continue encore et encore à m'engager en politique parce que je continue à y croire. Merci beaucoup pour ces belles paroles et sur un retour sur votre parcours. Maintenant, on va laisser la parole au public. Après, si vous voulez refaire un petit sondage, oui. vous pouvez. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Moi j'ai une question pour vous ici. Où êtes-vous ? Voilà, ça fait longtemps qu'on parle de la mise en place de proportionnelles législatives. J'aimerais savoir si pour vous c'est une bonne idée et quels en sont les enjeux. Bon, faire un petit vote. Qui est plutôt favorable à la proportionnelle aux élections législatives ? OK. Qui est défavorable à la proportionnelle aux élections législatives ? Petite majorité contre. Petite majorité contre. La vérité, c'est que s'il y a la proportionnelle, c'est quelle proportionnelle ? Parce que si c'est une proportionnelle comme celle de 1986, une proportionnelle par département, vous aurez grosso modo le résultat des élections législatives de la fois dernière. Et donc il y a un avantage, c'est que ça obligerait les partis à s'allier et à faire des coalitions. Si par contre vous faites une proportionnelle comme les élections municipales et comme les élections régionales, vous pouvez donner la majorité aux extrêmes, alors qu'ils ne représentent pas la majorité. Donc moi, je suis plutôt favorable au scrutin majoritaire tel qu'il existe aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu, hein, on était à 2 doigts que le Rassemblement national ne l'emporte. Donc le scrutin majoritaire n'empêche pas les extrêmes de l'emporter. Maintenant, moi, je suis prêt à regarder la proportionnelle à une condition, c'est qu'on ait une vraie clarification et que les partis dits de gouvernement soient prêts à s'engager dans des coalitions. Après, vous avez un problème avec la proportionnelle. C'est que la proportionnelle renforce les partis. Tiens, prenez notamment ce que font les partis politiques pour les élections européennes. C'est pas toujours, j'ai pas dit que c'était pas du tout le cas, c'est pas toujours les plus engagés au niveau européen qui sont sur une liste. C'est parfois ceux qui sont plutôt copains avec ceux qui dirigent les partis. En Allemagne, en Espagne, on choisit des gens talentueux qu'on renouvelle année après année pour occuper des postes clés. Nous, en France, ça change souvent et quand ça ne change pas, c'est parce qu'on a bien gardé la place au chaud pour les copains. Ce n'est pas ça la bonne façon de faire de la politique. Et donc, si vous voulez avoir une proportionnelle et pas donner toutes les clés aux partis politiques, alors dans ces cas-là, il faut remettre le cumul des mandats. C'est-à-dire de permettre à des élus locaux de devenir des élus nationaux et leur personnalité jouera plus que les pleins pouvoirs donnés aux partis politiques au niveau national. C'est la raison pour laquelle la proportionnelle, elle permet une bonne représentativité, mais elle vous éloigne le risque d'avoir... Enfin, elle vous éloigne le fait d'avoir une vraie stabilité. Une petite question. Qui est favorable ici au retour du cumul des mandats ? Qui est défavorable au retour du cumul des mandats ? Okay. Et s'il y a un cumul des mandats, sans qu'il y ait cumul des indemnités, c'est-à-dire, ça va mieux en le disant, c'est-à-dire que vous pourriez être député-maire, par exemple, peut-être pas d'une ville comme Lille parce que c'est très important, mais député-maire, mais vous ne gagnez pas plus que député, ou pas plus que maire. S'il n'y a pas de cumul des indemnités, qui est favorable au cumul des mandats ? À peu près pareil. Pourquoi vous êtes défavorable au cumul des mandats ?
Est-ce que quelqu'un qui est défavorable veut donner son point de vue? Attendez, je crois que vous avez un micro, non? Il me semble que l'argument qui ressort le plus pour le cumul des mandats, c'est de permettre aux élus d'être présents localement et donc de mieux ressentir les envies des Français, leurs inquiétudes. Sauf que ça, ce serait un peu, je pense, oublier le travail du député, qui est aussi d'avoir un travail en circonscription et qui représente une grosse partie de son travail. Et pour beaucoup de députés, ce travail en circonscription permet réellement de consulter les citoyens, sans pour autant être maire. Il permet aussi de consulter les maires qui, eux, ont accès aussi directement aux citoyens. Donc je pense que ce serait juste inutile, voire même désavantageant, parce que, en effet, comme vous l'avez dit, on ne peut pas se concentrer sur deux fonctions en même temps, surtout si ces deux fonctions sont sur un même territoire, si on est député, en plus maire de la même circonscription. Enfin, d'une ville à la même circonscription. Ok, on a un contre. Est-ce qu'on a un ou une pour qui veut s'exprimer sur le cumul des mandats? Plutôt favorable au cumul des mandats? Ah, il y a des mains qui sont levées. Je devrais avoir un volontaire ou une volontaire. Moi, je suis plutôt pour, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de temps. Dans les petites communes, il y a beaucoup moins de personnes qui s'engagent dans les maires, les conseils départementaux, régionaux. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi un gros problème pour trouver des maires. Enfin, je sais qu'il y a des communes qui sont obligées de se fusionner avec d'autres parce qu'il n'y a aucun candidat pour se présenter. Alors oui, les députés, ils permettent aussi d'avoir un travail sur le terrain. Et je pense qu'ils le font très bien pour le moment. Je pense qu'au niveau des maires, on va aussi avoir un problème de l'engagement politique avec des personnes qui vont avoir les moyens de tenir une petite vie, je trouve et de ne pas un SMIC. Pourtant, ça demande plus de 35 heures de travail, on ne peut pas vraiment cumuler deux postes en tant que travailler dans la fonction publique et en même temps être maire. Je pense que ça peut être une bonne solution de redonner de la vie politique aux Français. Alors, moi, j'hésite un peu. J'ai été effectivement à dire que président de région et député, honnêtement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je vois pas comment on peut faire les deux en même temps. Vous êtes maire d'une ville comme Lille, plus de 100 000 habitants. Honnêtement, je vois pas comment vous pouvez faire. Après, moi, j'habite Saint-Quentin, 55 000 habitants. Je pense qu'on peut faire les deux. Sénateur-maire ou député-maire. Pourquoi? Parce que c'est pas tout. Il est où le monsieur? C'est vous. C'est pas la même chose d'être élu local et d'être à la tête d'un exécutif local. Quand vous êtes par exemple conseiller municipal, je suis par exemple conseiller municipal à Saint-Quentin, c'est pas du tout le même rapport aux gens et le même rapport aux élus quand vous êtes à la tête d'un exécutif ou quand vous êtes simple élu. Parce qu'à la tête d'un exécutif, vous êtes vraiment en prise et les gens ont un rapport différent avec vous. On ne calcule pas un conseiller municipal ou un adjoint au maire comme on calcule clairement un maire. Et d'ailleurs, si on mettait en place un cumul des mandats, moi je pense que c'est un cumul qui devrait être pour les maires. Donner un avantage aux maires pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de redonner du crédit à la fonction de maire et redonner aussi une consistance à la fonction de maire. Mais comme pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté, je pense qu'il faut bien expliquer que le cumul des mandats ne permettrait pas de doubler les indemnités, parce que beaucoup de gens pensent qu'il y aurait le cumul pour améliorer son niveau de vie. Ce n'est pas du tout ça, mais je pense que ça redonne un ancrage. Et puis après, il faut dire ce qui est. On a eu quand même beaucoup de décisions qui ont été faites parce qu'il y avait aussi des députés qui n'avaient pas le même ancrage. Je suis intimement convaincu que vous n'auriez jamais eu les 80 km sur route si vous aviez eu des députés maires ou des sénateurs maires. Parce que le député, moi je l'ai vu notamment quand j'étais ministre ou quand j'étais député, le mardi matin, il y a des réunions de groupe pour tous les groupes parlementaires. Et ceux qui revenaient de leur circonscription faisaient remonter ce qu'ils avaient entendu sur les marchés ou dans leur permanence le week-end. C'était mieux qu'un sondage. C'était mieux qu'un sondage. Et quand vous n'avez pas cette remontée d'expérience, cette remontée terrain, là, vous êtes capable de faire un certain nombre d'âneries. Donc, c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, même si, bon, moi, j'ai toujours eu cette position sur des gros mandats où c'est pas possible, je pense qu'on redonnerait cette possibilité pour les maires et notamment pour des petites communes, des communes moyennes ou des communes importantes jusqu'à 100 000 habitants, je pense que ça redonnerait du sens. Bonsoir. J'aurais une petite question. Où êtes-vous? Pardon. Il n'y a pas si longtemps, M. David Lisnard, maire de Cannes et président des maires de France, a souhaité une grande primaire de la droite pour préparer les présidentielles. J'aurais aimé savoir votre position là-dessus. Ah bah moi je suis vacciné, hein. C'est bon, hein. Une fois pas deux. Hein. Je l'ai dit l'autre jour, chaque année je me fais vacciner contre la grippe, mais la primaire, une fois ça m'a suffi. Hein.
Ça va bien. Pourquoi? Parce que de toute façon, soit c'est une primaire fermée, et celui ou celle qui gagne, c'est forcément le plus talentueux, c'est bien connu, mais c'est aussi celui qui fait le plus de cartes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? On ne revient pas sur l'histoire passée. Donc, vous êtes capable de faire beaucoup de... Moi aussi, hein, je fais adhérer des gens, tout ça. Mais soit vous le faites de façon un peu artisanale, soit vous le faites de façon industrielle. Bon. Donc, on connaît les règles du jeu. Moi, je n'ai pas fait ma pleureuse. J'ai perdu 1500 voix derrière le troisième, qui était à 1500 voix de l'autre. Tout ça était dans un mouchoir de poche. J'ai paumé. J'étais le mieux placé dans les sondages, mais j'ai paumé. On ferme le bal. Donc, si c'est une primaire fermée, c'est assez facile, au-delà du talent et du projet, de pouvoir quand même avoir un certain nombre de grosses fédérations avec vous. Après, vous avez les primaires ouvertes. C'est notamment ce qu'a proposé David Lisnard, comme on l'a connu en 2016. Le problème qu'il y a, c'est que comme François Hollande a gagné une primaire une fois, tout le monde se dit que la primaire, c'est quand même le truc magique. Ah ouais, c'est la super machine à perdre. Parce qu'à part Hollande qui a gagné, parce qu'à l'époque, les gens ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy, il n'y a quand même personne qui a gagné une primaire et qui a gagné la présidentielle derrière. François Fillon fait une primaire extraordinaire avec un nombre de participants de folie. Il plie le match au premier tour et au deuxième tour, il écrase Alain Juppé. Et puis au final, vous avez vu le résultat à la présidentielle, même pas au deuxième tour. Et la fois dernière, Valérie Pécresse gagne la primaire interne et on a vu le résultat. Parce qu'en plus, il y a un problème. C'est que la primaire vous oblige à vous déporter énormément pour aller chercher vos électeurs. Et du coup, vous vous éloignez de la possibilité de rassembler lors de la véritable élection, qui est l'élection présidentielle. Aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, hein. On n'a pas un tour de primaire, deuxième tour de primaire, premier tour de l'élection présidentielle et deuxième tour de l'élection présidentielle, pas du tout. Là-bas, vous avez la primaire qui se joue une fois par État, et ensuite vous avez l'élection présidentielle américaine. Il y a 2 tours. Nous, c'est 4 tours. C'est pas du tout l'histoire américaine et c'est pas du tout l'histoire qui est la nôtre. Donc moi, je pense que les primaires, c'est fini. Puis maintenant, je vais aussi vous dire le fond de ma pensée. C'est que si vous avez une primaire ouverte où tout le monde peut s'inscrire, elle sera faussée par ceux qui auront intérêt à choisir le plus mauvais candidat. Parce que comme ça ne se fera pas de façon physique et que ça se fera par Internet, vous pouvez prendre toutes les garanties que vous voulez. Vous n'empêcherez pas des perturbateurs ou même certains États qui voudront jouer avec la présidentielle à venir s'inscrire et aller voter. Il a été dit notamment qu'à la primaire de 2016, il y a pas mal de gens de gauche qui viennent voter pour éliminer Sarkozy. Mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la puissance des réseaux sociaux et de l'organisation d'un certain nombre de mouvements politiques ou de pays étrangers, je suis persuadé que sur une primaire très ouverte, il y en a beaucoup qui viendront fausser le résultat. Donc vous l'avez compris, non seulement je pense que ça éloigne du centre de gravité de la vie politique, mais je pense que personne n'est capable de garantir la sincérité d'une primaire. Donc c'est la raison pour laquelle moi je n'y crois pas. 2, je suis vacciné. Puis troisièmement, aujourd'hui vous parlez de, je sais pas, 5, 10 candidats, tout le monde est inquiet. Attendez, tout le monde peut faire le mariole. On va se situer à l'automne 26, c'est-à-dire plus de 6 mois avant la présidentielle. Vous verrez tous ceux qui stagnent dans les sondages en dessous de 5%, ils peuvent faire un numéro de claquette, ils ne seront pas candidats à la présidentielle. Et ceux qui seront plus près de 10% ou au-dessus de 10%, il faudra regarder sérieusement s'ils ont quelque chose dans le ventre, quelque chose dans la tête et quelque chose à proposer. Donc pendant encore 1 an et demi, tout le monde va être présent, certains vont amuser la galerie, mais 6 mois avant, vous verrez très clairement qui se détachera et qui sera dans les sables mouvants. Bonjour monsieur. J'aimerais savoir, j'avais une petite question sur le projet de Canal Seine-Europe. Je viens du Santerre dans la Somme, et donc j'ai été assez vite au courant du projet du canal, et notamment du fait que ça touche les zones Ramsar, c'est-à-dire les zones qui permettent de protéger les zones humides, et donc notamment dans la Haute-Somme. J'aimerais savoir quelles sont les solutions compensatoires sur ces zones. Elles sont importantes, les zones compensatoires. Alors, il s'avère que je suis le président de la Société du Canal, enfin, président du conseil de surveillance de la Société du Canal. On a entendu beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et sur des territoires qui sont directement concernés, notamment par la biodiversité, on a aménagé en bonne partie le tracé, pour pas que ce soit une autoroute qui passe n'importe comment.
D'ailleurs, c'est ce qui nous a amené à faire des travaux très importants sur la partie de l'Oise. Et d'autre part, que ce soit sur les espèces protégées ou autres, bien évidemment, sur les travaux, parce qu'on a bénéficié de l'avis de l'autorité environnementale, qui n'est pas simple, de façon à pouvoir garantir soit la replantation, soit le déplacement de la biodive, mais de la reconstitution, et également des espèces animales. Et je fais très attention à cela. Et sur les mesures de compensation environnementale, ça nous a coûté un peu plus d'argent que prévu, mais on a pris beaucoup de soins là-dessus. Il faut savoir que le projet de canal Seine-Nord-Europe, à chaque fois que vous avez les nouvelles barges, les immenses péniches qui vont circuler sur ce canal, vous aurez 180 camions de moins. Le chargement de ces immenses barges, c'est la capacité de chargement de 180 camions. Et que d'autre part, c'est ce qui va nous permettre également de créer de nouveaux ports intérieurs, un à Noyon, un à Nesle, un à Péronne, donc sur le territoire de la Haute-Somme, et d'autre part un autre à Marquion-Cambrai. Parce que l'intérêt, ce n'est pas de faire une autoroute fluviale qui permet de faire passer des péniches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le développement économique avec une voie qui soit compatible virage climatique et logistique. C'est ça le sujet. Après, si vous avez sur un secteur particulier, vous avez besoin de renseignements précis, ouais, je vois avec l'équipe du directoire pour vous les donner, sincèrement. Bonjour. Merci de cette conférence. J'aimerais revenir sur vos propos tenus à l'heure actuelle. En 2014, vous disiez que la loi Taubira était une victoire idéologique de la gauche, que vous étiez favorable à une révision de cette loi. Vous participez au Manif pour tous. Plus d'une dizaine d'années plus tard, est-ce que vous êtes toujours en accord avec vos propos ? J'ai même célébré le mariage d'amis du même sexe, parce que je pense qu'à l'époque, le vrai sujet, c'est qu'on n'avait pas mesuré... Il y avait deux choses, en tant que maire. Et je m'en étais expliqué ce jour-là. Je reste persuadé que la droite a commis une erreur en ne faisant pas évoluer le PACS. Je pense que si la droite avait en temps et en heure suffisamment fait évoluer le PACS, il n'y aurait pas eu justement cette demande de la reconnaissance du mariage pour tous. Et je pense que ce qui n'a pas été assez pris en compte à l'époque, c'est qu'au définitive, au-delà de l'amour que se portent deux personnes du même sexe, il y avait ce besoin de reconnaissance. C'est ça le sujet. Donc ce que j'ai dit à l'époque, je sais exactement que c'est ce que je pensais, j'en étais intimement convaincu, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment perçu à ce moment précis ce qu'était la société française. Pourtant, ce qui me concerne, je pense que je suis assez progressiste, je comprends les choses. Par contre, il y a des points sur lesquels je ne changerai pas d'avis. C'est notamment sur la question de la GPA, sur toutes ces questions-là. Parce que derrière, au-delà même des sentiments et de la reconnaissance des sentiments, je pense que c'est la question de la marchandisation du corps humain. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Mais sur le reste, c'est vrai que cette dimension profondément humaine, intime et autre, personne n'avait vu, parmi ceux qui manifestaient, que derrière, cette reconnaissance, elle était absolument indispensable. Voilà ma position là-dessus. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Les élections régionales arrivent. On sait que vous nourrissez un peu des envies. Des envies de quoi? Il faut présenter potentiellement. Est-ce que vous pensez qu'une liste avec les macronistes rassemblant la droite et le centre serait une idée pour vous? Et si en plus vous gagnez, potentiellement pour 2027, faire la même chose? On commence par 27 ou par 28? Non, commencer par les élections régionales. Ah bah c'est 28. La fois dernière, j'avais déjà conduit une liste de grands rassemblements. La seule chose, c'est que le Parti socialiste, j'avais des personnalités de gauche qui étaient sur ma liste. Mais moi, vous savez, je suis un homme de droite, une droite qui est d'une droite ouverte, de rassemblement. Alors bon, ça ne va pas forcément me rajeunir, mais mon ancrage politique, il est plutôt gaulliste. Je crois beaucoup à la question du rassemblement. Qu'à l'époque, les circonstances politiques ont fait que les socialistes étaient déjà allés avec LFI, que les macronistes étaient allés à la demande du gouvernement sous leur propre couleur, parce que l'idée était la suivante. Comme j'avais indiqué que si j'étais candidat à la tête de la région que j'étais élu, je serais quand même candidat à la présidentielle. Le président de la République avait demandé à 5 de ses ministres, enfin 4 et un haut commissaire, de se présenter, parce qu'il pensait que s'ils faisaient plus que 10%, je serais obligé de m'allier avec eux. Je ne me serais pas allié avec eux. Mais c'était une façon d'essayer de me contraindre. Ma résultat des courses, j'y suis allé seul contre tous, et ça a marché. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été dans les combines politiques. J'ai été dans une logique, je fais ma liste de rassemblement,
je parle aux gens, ça plaît ou ça plaît pas. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors que si j'avais été dans les combinaisons, bon, avec qui je peux gagner 1 ou 2 points, et si je prends un tel, est-ce que ça m'en fait perdre ou est-ce que ça m'en fait gagner, je me serais planté, j'en suis sûr et certain. Et ma logique pour 2027, ma logique pour 2028, maintenant, ce sera exactement la même. Je suis comme je suis. Je travaille avec qui j'ai envie de bosser. Ça plaira ou ça plaira pas. Ce qui est important, c'est de savoir le projet que je porte et ce que je suis. Est-ce que les gens adhèrent, veulent, oui ou non? Mais je vais arrêter de faire des circonvolutions. Je vais arrêter de dire je ne retournerai pas dans une primaire et j'y vais. Tout ça, basta. Je suis comme je suis. J'irai comme j'ai envie d'aller. Ça marchera ou ça marchera pas. Et ça me permettra au moins, le matin, quand je me regarde dans la glace en me rasant, je pense à ce que je veux, mais au moins je ne peux pas me couper. Et c'est bien préférable. Donc ça sera ma logique, 27 comme 28. 27 comme 28. Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur... C'est vous tout là-haut? Oui. D'accord. J'aimerais revenir sur le canal Seine-Nord-Europe, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de son importance économique et de ce que ça pourrait apporter à la région. Et donc moi, j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous obstinez en fait à promouvoir ce projet, alors que l'État il est assez frileux depuis plusieurs années à subventionner ce projet, que des grandes entreprises telles que Vinci se sont désolidarisées du projet parce que c'était pas rentable, parce que l'Union européenne elle fait que de revoir à la baisse les subventions qu'elle prévoit, parce que ça va faire baisser les services de fret ferroviaire et que donc du coup ça va retirer des emplois et que ça va aussi menacer les sols, les nappes phréatiques, jusqu'à aller en infecter certaines, et que ça prévoit de supprimer plusieurs centaines d'espèces vivantes. Bon, comme je comprends que vous êtes à fond pour le projet de Canal Seine-Nord, moi je vais vous faire une proposition si vous voulez. Pourquoi on n'organise pas un débat sur le canal Seine-Nord-Europe? Non mais sérieusement, parce que c'est pas parce qu'on est éloigné du thème. Moi j'y crois dur comme fer, et j'ai écouté nombre d'oppositions là-dessus. Après, c'est aussi toute la question. À un moment donné, il y a un choix. Ceux qui sont élus, ils ont dans leur projet le canal, ils le mettent en œuvre ou ils ne le mettent pas en œuvre. Parce que ce projet a été remis en cause à différentes reprises, sauf que ceux qui l'ont remis en cause n'ont pas été élus. Mais si à un moment donné, ça vous intéresse de faire un débat sur le canal Seine-Nord-Europe, je suis votre homme et je viens vous expliquer les tenants et les aboutissants. Maintenant, si vous me permettez, alors c'est pareil. C'est moi qui ai le micro, je vais vous dire blanc, tout le monde va se dire qui dit vrai. Regardez sur Internet. L'Europe n'a pas revu ses subventions à la baisse. C'est l'Europe qui permet le financement de ce projet. À aucun moment, et je vous parie tout ce que vous voulez, tiens, je vous propose un truc. Si les subventions de l'Europe sont à la baisse depuis le début du projet, j'invite tout le monde à dîner. Si les subventions de l'Europe, en revanche, n'ont pas baissé, c'est vous, madame, qui invitez tout le monde à dîner. On top ou on top pas? On top ou on top pas? Voilà, c'est aussi simple que ça. D'autre part, ce projet, aujourd'hui, je suis désolé, il ne tue pas le fret ferroviaire, parce que le fret ferroviaire a quand même besoin d'être réformé. C'est certainement pas le canal qui est en train de le mettre par terre depuis des décennies. Ensuite, vous avez aussi évoqué, si je ne me trompe pas, la question des nappes phréatiques. On s'est exprimé à différentes reprises sur la question. Non seulement ça ne va pas assécher les nappes phréatiques, mais c'est ce qui va nous permettre aussi de constituer des réserves pour éviter notamment les différents épisodes de sécheresse dans la région, en maintenant notamment en eau l'ancien canal qu'on appelait le canal Fraissinet. Et d'autre part, vous me dites pourquoi l'État? C'est tout simplement parce que l'État, comme ça fait des années qu'il n'a plus de pognon, qu'il ne sait plus réaliser des projets d'infrastructure. C'est tout le problème. Expliquez-moi pourquoi c'est une bonne idée en Belgique, c'est une bonne idée en Allemagne, c'est une bonne idée aux Pays-Bas, et que ce ne serait pas une bonne idée en France. Tout simplement parce que c'est un manque de vision et d'investissement. Et après, je veux bien que certains soient opposés à des nouveaux projets d'autoroute. Enfin, je vois bien pourquoi ils sont opposés à de nouveaux projets d'autoroute. Enfin, un projet qui marie la logistique et l'environnement, je veux bien, mais alors dans ces cas-là, on fait quoi? Parce que quand même, de pouvoir non pas vider l'autoroute à un de ces camions, l'autoroute A1 continuera à avoir beaucoup de camions sur son tracé, mais de pouvoir développer un mode de transport qui est quand même reconnu comme le plus écologique qui soit, je pense que ça a du sens. Maintenant, pour ne pas s'asséner les vérités, moi, un débat sur la question, je trouve que ce serait intéressant. Surtout qu'en plus, vous l'avez dit de façon non véhémente. Bon, et le pari pour dîner, on fait ou on ne fait pas? Bon, on ne fait pas. Pardon? Ah, vous avez dit oui? Ah, chapeau? Ah, d'accord. Alors, attendez, prenez les coordonnées de tout le monde. Vous avez les coordonnées de ceux qui sont inscrits? Ah, parce que là, quand je parie, c'est que je suis plutôt à l'aise. Autrement, je parie pas.
soi. S'il n'y a plus de questions, après, moi, j'en ai une ou deux à poser. Je crois qu'il en reste une. Une seule, d'accord. Et après, c'est moi, alors. OK, pardon. Je ne sais pas où vous êtes. Bonsoir. Je vais venir vous remercier pour votre venue ce soir. J'avais une question un peu à part au sujet de l'alarme retentie par Bernard Arnault au sujet de la surtaxe. Je veux savoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que les Français entrepreneurs considèrent un ras-le-bol fiscal en France? Et pour un peu vous dédier la chose, je pense que c'est un bon nombre de Français pensent que les projets de loi de finances cherchent d'abord à chercher l'argent là où il est avant déjà de réguler nos charges publiques. Bah, vous avez tout dit. Le problème de Bernard Arnault, comme beaucoup d'autres grands patrons, hein, la semaine dernière, je crois que je l'ai dit sur BFM dimanche dernier, ils m'ont dit exactement la même chose. C'est toujours facile pour les politiques de taper avec des impôts et vous ne savez pas faire des économies. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les chefs d'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, il n'y a pas de chef d'entreprise, il n'y a pas de création d'emplois. Sauf que beaucoup de politiques considèrent les chefs d'entreprise comme des vaches à lait. Et ce n'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute. Que ceux qui sont les plus fortunés payent plus d'impôts, honnêtement, moi, je ne vais pas remettre ça en cause. Mais ce que dit Bernard Arnault, comme les autres, c'est on voit bien où sont les impôts, mais elles sont où les économies? Par exemple, dans la région, on a un budget qui est très compliqué parce que l'État nous fait les poches. Bon, moi, je ne vais pas jouer les pleureuses. Il y en a un qui n'est pas bien, comment je vais faire et tout ça. Non. On a décidé de diminuer nos dépenses de façon très importante. On renégocie dur avec la SNCF sur la facture qui nous est demandée. On fait très attention, on ne remplacera pas tous les départs en retraite à la région. Il y a des contrats qui auraient pu être renouvelés, qui ne seront pas renouvelés parce que, je ne veux pas augmenter les impôts comme tout le monde fait. Sur la vignette, on a rattrapé l'inflation, mais on reste avec la vignette la moins chère de France, alors que j'aurais pu la porter à 60 €. La loi nous permettait de la porter à 60 €. Il y a des régions qui ne sont pas gênées. 60 € par cheval. Nous, elle est à 42 € la moins chère de France. Alors, pourquoi je fais la moins chère de France? Parce que regardez bien les voitures de location, elles sont très souvent immatriculées en 60. Ce n'est pas seulement pour les beaux yeux de la région et l'Oise, mais quand vous avez la vignette la moins chère de France, vous avez beaucoup de loueurs qui, du coup, font le choix d'immatriculer leur véhicule dans les Hauts-de-France et dans l'Oise parce que c'est très près de Roissy. Je continue comme ça. D'autre part, la loi nous autorise maintenant à mettre en place un nouvel impôt pour les régions. Beaucoup de régions l'ont demandé, ça s'appelle le versement mobilité. C'est-à-dire que pour financer les transports en commun en plus, les régions vont mettre en place un impôt en plus de, par exemple, la métropole européenne de Lille. Cet impôt ne sera pas appliqué dans les Hauts-de-France. Parce que je préfère faire des économies que d'augmenter les impôts, parce qu'on est en train de crever les impôts dans ce pays. Et donc, très clairement, ce que dit Bernard Arnault comme les autres, est les politiques, vous allez vous calmer sur les impôts, baissez plutôt les dépenses, et derrière, on regardera si on peut reprendre justement le fil de la croissance. C'est ça le message. C'est ça le message qui est clair. C'est qu'ils ne vous disent pas non aux impôts, mais ils vous disent avant tout où sont les baisses de dépenses. Et peut-être est-ce parce que j'ai été assureur pendant une douzaine d'années, que je sais comment vivent les entreprises, que de toute façon, il faut arrêter de massacrer avec de l'impôt. Mais c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les gros patrimoines, mais regardez les classes moyennes. Regardez les gens qui sont entrepreneurs et qui ne roulent pas sur l'or, qui vous disent aujourd'hui, dès qu'on gagne de l'argent, on nous le prend. Et avec en plus autre chose. Payer des impôts, les gens vous disent, ce n'est pas un problème. Mais alors pourquoi l'école est dans cette situation? Pourquoi le système de santé est dans cette situation-là? C'est-à-dire que c'est l'efficacité de la dépense publique. Et tant qu'on ne passera pas par la réduction de la dépense publique, on ne pourra pas justement y arriver. C'est à moi de poser des questions? Allez, rapidement, vous embêtez pas. Oui, allez-y. Enfin, je sais pas, moi je donne la parole, c'est vous les chefs. Pourquoi il ne fonctionne pas votre micro? Bonsoir. Je voulais vous demander, en tant que région, vous avez un avis éclairant. Je voulais vous demander votre avis sur l'idée d'un régionalisme, d'une forme de fédéralisme. On parlait tout à l'heure de rapprocher les décideurs nationaux, donc les députés, les parlementaires, etc., de l'action locale, des maires et autres. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, un moyen de répondre aux problèmes des gens et d'autres notamment extrêmes, de rapprocher les centres de décision des citoyens et du peuple, en fait, à travers une réforme, et donc de donner plus de compétences aux organes électifs Fédéralisme, non. Mais moi, je pousse une république des territoires. La France, c'est un formidable pays. Il n'y a pas un pays qui est aussi centralisé que le nôtre. Tout se décide à Paris, tout. Et tout s'est longtemps décidé entre le bureau du président de la République et le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Il n'y a aucune boîte, aucune entreprise qui fonctionne comme ça. Aucune association fonctionne comme ça. Et on est le pays où ça fonctionne. Ça ne peut plus marcher.
Donc moi, je suis pour une république des territoires où il y ait un maximum de décisions qui concernent quasiment la vie quotidienne qui soient prises en région. Mais attention, pas seulement par les élus. Un préfet, je préfère qu'il ait plus de pouvoir et qu'il y en ait moins dans les ministères à Paris. Je veux qu'un préfet, au nom de l'intérêt général, puisse, par exemple, adapter la réglementation nationale pour permettre une implantation d'entreprise. Je vous donne un exemple. Certains sont de Cambrai ici? Bon, d'accord. Okay. À Cambrai, il y avait l'ancienne base aérienne, 103. Elle est terminée, fermée, et il y a eu un projet de logistique lié notamment à tout ce qui est e-logistique. La Redoute s'est installée, différents logisticiens sont installés qui permettent de desservir ce que vous commandez par Internet. Il y a aujourd'hui 1500 emplois. Ce projet a failli ne pas se faire parce qu'il fallait faire à l'origine des fouilles archéologiques sur tout le périmètre de la base aérienne, alors qu'il y avait grosso modo 20% seulement qui étaient construits. Si le préfet, à ma demande et à la demande du promoteur, n'avait pas dit « non, attendez, il y a 20% de construits, on fait des fouilles sur 20% seulement », le projet n'aurait jamais pu voir le jour. Ça, c'est parce que le préfet a été vraiment courageux et il a adapté. Moi, je souhaite que ce soit pour tout comme ça. C'est-à-dire que le préfet, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'État, mais qu'on puisse adapter les règlements. À chaque fois que vous voulez faire du logement, il faut aller pleurer à Paris pour obtenir des crédits. C'est normal que ce soit le préfet et que les élus aient davantage de compétences, notamment sur la santé, notamment sur l'éducation, sur toutes ces questions-là. Et tant qu'on n'aura pas davantage de pouvoir dans les territoires, ce pays ne pourra pas s'en sortir parce qu'il y a trop de décisions qui sont prises à Paris. Je ne vous dis pas de fédéralisme parce que la France, sans l'État, dans les territoires, ce sera un peu le bazar. Mais il faut qu'il y ait un mariage entre l'État, les préfets et les élus. Je crois beaucoup à ça et je pense que c'est ce qui fait notamment que l'Allemagne, même l'Espagne sont des pays qui vont plus vite que nous. C'est que nous, on est obligés d'attendre que l'État nous donne son feu vert. Or, encore une fois, moi, je ne suis pas à pleurer. Je voudrais juste avoir plus de liberté et donc plus de responsabilité. Et ce serait effectivement beaucoup plus efficace. Le tout dernier point sur lequel je voudrais insister, je voudrais vous poser une question. Il y a tout le débat aujourd'hui, on est dans une crise politique. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le président démissionne pour qu'on ait à nouveau des élections présidentielles? Qui est-ce qui, ici, est pour des élections présidentielles anticipées? Levez la main. Qui est pour que les élections présidentielles aient lieu normalement en 2027, à la fin du quinquennat de M. Macron? Eh bien, je lève la main parce que je pense exactement comme vous. Non, je dis ça parce que je suis assez étonné, parce qu'on voit régulièrement le débat, c'est la crise, la dissolution a été une erreur, il faut que le président s'en aille et tout changera. Il n'y a rien qui changera. C'est que vous changez de président de la République, le président de la République démissionne, vous n'avez pas un budget pour autant. Hein. Le président de la République démissionne, il y a un nouveau président, une nouvelle présidente des élections législatives derrière, personne n'a la garantie qu'il y aura une majorité absolue. Et puis après, il y a un autre sujet. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire avec le président de la République, il est une notoriété publique qu'on s'est parlé pendant l'été, c'est que ce n'est pas le problème de M. Macron. Moi, je ne suis pas le type le plus macroniste de France, hein, moins qu'on puisse dire. A longtemps été opposé. Mais le problème, c'est que c'est les institutions et le président de la République. Si un président de la République, à cause de la pression, cesse son mandat, il n'y a plus aucun président de la République après lui qui sera sûr de finir son mandat. Il n'y en a plus un seul. Mais attention, il n'y a plus un maire qui sera sûr de finir son mandat. Pas un. Et donc le problème dans un pays comme le nôtre où il y a tant de violence politique, si vous avez un président qui est obligé dans le tumulte et le chaos de s'en aller, vous n'aurez plus jamais la garantie de la stabilité en France. Et donc au-delà de la personne de M. Macron, c'est la question des institutions et de la stabilité institutionnelle dont on parlait tout à l'heure. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre l'impopularité avec l'illégitimité. Le président de la République, il est légitime, il est élu pour 5 ans. En revanche, moi je reste persuadé, alors il ne faut peut-être pas le mettre dans la loi, il ne faut peut-être pas le mettre dans la Constitution, mais moi je pense qu'on a fait une erreur quand à l'époque on est passé au quinquennat. À l'époque, ça semblait être génial. Allez, on va voter tous les 5 ans au lieu de tous les 7 ans. Du coup, clairement, comme on choisira plus souvent, c'est formidable et tout ça. On est rentré dans un système à l'américaine. C'est-à-dire qu'un président aux États-Unis, il ne cherche pas à faire 4 ans, il cherche à faire 8 ans. Moi, j'ai vu, j'ai été ministre de Jacques Chirac, j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy. Depuis que c'est passé à 5 ans,
tout le monde se dit on va essayer de faire 10 ans, on ne va pas faire 5 ans. Et là, il y a un poison qui rentre. C'est que même ceux qui sont courageux pensent en permanence, quand il y a des choix difficiles à faire, est-ce que ça ne va pas compromettre ma réélection? Et moi, je suis convaincu que tous les deuxièmes mandats ont été frappés par une forme de malédiction. Il n'y a pas un deuxième mandat d'un président qui a été vraiment réussi. François Mitterrand, ça n'a pas été seulement sa maladie, mais on a vu avec 1993. Jacques Chirac, c'est le référendum perdu de 2005. Et on voit bien les difficultés qu'il y a dans le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Pour ma part, moi je suis favorable au retour au septennat, mais un septennat qui sera un septennat non renouvelable. Est-ce qu'il faut mettre dans la Constitution? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Parce que quand vous êtes avec une réélection possible, vous mettez beaucoup trop d'énergie à vouloir vous faire réélire. Et cette énergie-là, il vaut mieux la mettre pour faire changer les choses et pour faire bouger les choses. Qui est-ce qui est favorable à un mandat de 7 ans non renouvelable? Merci. Et qui est favorable au statu quo actuel? 5 ans, on se représente comme on veut? Ok. Merci beaucoup. En tout cas, je reste intimement convaincu qu'il y a une malédiction du deuxième mandat et que quand vous cherchez à durer, vous ne cherchez pas à faire exactement de la même façon. En tout cas, on arrive au terme de cette conférence. Et tiens, on recommence là, ce qu'on avait dit au début. Qui est-ce qui pense qu'il faut changer de République? À peu près pareil. Peut-être un tout petit peu moins, mais à peu près pareil. Le vrai problème, je le pense, ce ne sont pas la Constitution ni les institutions qu'il faut changer, c'est la pratique institutionnelle. Et si les responsables politiques pensaient davantage intérêt général et se concentraient sur les priorités des Français, elles ne sont pas très compliquées, les priorités des Français. Vivre en paix, en sécurité, vivre de son travail et avoir des services publics qui tournent parce que c'est ce qui relie les Français entre eux. L'école, la santé, le logement, pour ne prendre que ces exemples-là. Et celui qui se concentre là-dessus et qui fait sincèrement reculer les problèmes aura quand même réussi à faire une bonne journée, en tout cas un beau mandat. En tout cas, j'ai été ravi de cet échange très interactif. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Je vous remercie d'avoir été très direct. Et je vous remercie aussi pour le temps que vous avez passé pour l'organisation. Merci sincèrement.